Bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants. Bonjour à tous, bienvenue sur la voie de l'inspiration, les podcasts de l'INSPE de la Polynésie. Je suis Heimata Lemaire, formatrice à l'INSPE de la Polynésie. Et j'accueille aujourd'hui Tiare Trompette. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc Sandrine Trompette de Zerville, conseillère pédagogique dans la circonscription de Papeete-Pirret, mais aussi femme active, on va dire, dans le milieu de la culture et du social. Très bien, donc j'ai dit Tiare, mais elle s'est présentée sous Sandrine, donc en fait Tiare ou Sandrine Trompette, c'est la même personne. C'est exactement cela. Alors, le thème d'aujourd'hui, comment préparer sa rentrée? Alors, donc on va faire la distinction entre l'école maternelle et l'élémentaire. Déjà, si je suis donc nouvel enseignant en maternelle, quelles sont les grandes lignes de conduite? Ou alors, juste, on va commencer de manière générale par rapport au projet de circonscription, les programmes, le projet annuel, etc. Donc, comment préparer tout ça? Alors, d'abord, je reçois mon affectation, un joli courrier de la DG2E qui m'indique donc que je suis affectée dans une école maternelle. Je n'ai pas encore la classe, donc le premier réflexe à faire, c'est de prendre son téléphone, de contacter la directrice, d'abord pour la rencontrer et deuxièmement pour informer aussi par la suite donc la circonscription du premier contact que vous avez établi avec l'école et ainsi pouvoir transmettre les informations nécessaires pour constituer ce qu'on appelle votre dossier professionnel. Ça, c'est le premier contact, on va dire, de communication. Ensuite, c'est de se déplacer et d'aller vers l'école d'abord pour mieux connaître l'environnement scolaire avant d'accueillir les enfants, bien sûr, et de connaître le personnel avec lequel vous allez travailler. On oublie souvent les partenaires, donc prendre contact avec la mairie, c'est important. Alors, quand je dis prendre contact, on ne va pas appeler le maire, mais on va s'intéresser à savoir qui sont les services qui sont en relation avec l'école, parce que par moment, c'est très intéressant de travailler avec le maire. Et enfin, d'avoir une vision du territoire. Donc, ça veut dire quelle infrastructure j'ai autour de l'école, quels sont les espaces à disposition pour mon école. Et ensuite, là, je vais me positionner ensuite dans mon école et enfin dans ma classe. Alors, du coup, le lien avec la circonscription, c'est le projet de circonscription. C'est clair qu'on a tous un contrat qui va venir actualiser tous nos actes pédagogiques et didactiques dans sa carrière. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le projet d'école qui découle du projet de circonscription. Donc, l'enseignant affecté doit prendre connaissance aussi du projet d'école afin de pouvoir rédiger son projet pédagogique pour toutes les périodes de l'année scolaire. Et enfin, il doit aussi s'interroger sur les projets de cycle parce que nous oublions souvent que le projet de pédagogique, c'est la classe, mais on oublie aussi qu'il y a le cycle, donc le cycle 1 pour la maternelle, le cycle 2, donc CP, CE1, CE2, et enfin le cycle 3 avec le CM1, CM2 et la 6e. Ce qui fait un lien du coup avec le collège et avec la connaissance du projet d'établissement qui est dans le secteur de votre école. Voilà donc les premiers pas d'un enseignant affecté dans une école. Très bien, donc très complet. Donc une fois que j'ai fait tout ça et que je m'intéresse vraiment à ce que je vais faire à l'intérieur de ma classe avec mes élèves, donc quels sont les premiers pas par rapport à l'emploi du temps, les programmations, les horaires à respecter? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, finalement, il va falloir d'abord qu'on s'interroge avant de parler emploi du temps, programmation, son espace de vie dans lequel l'enseignant va évoluer. Il sera dans une classe à partir de 7h30 jusqu'à 15h30. Donc, le principal, on va dire, contact des murs sont importants parce qu'en fait, être bien dans sa classe, c'est être bien dans sa peau, être bien dans sa tête. Donc là, c'est l'aménagement de l'espace qui va être très important en fonction du niveau. Que je sois en STP, SP, SMSG, je n'ai pas on va dire, le même occupation, la même exigence pour les enfants. Donc, en fait, mon confort personnel, il faut que je le mette de côté. Il faut que j'oublie ma table, mon bureau du maître. Il faut que j'oublie mon petit coin où je vais mettre peut-être des affaires personnelles. Non, parce qu'il faut tout mettre de côté et se dire comment va évoluer l'élève dans sa classe avec l'enseignant.
Et une fois que j'ai pensé espace-environnement, à ce moment-là, je peux penser mon petit coin qui va me permettre de me poser et de mettre, on va dire, des affaires personnelles qui vont être utiles tout au long d'une journée, qui va être important aussi, parce qu'à un moment donné, il faut que l'enseignant, tout comme l'élève, ait un temps de repli, de repos, de déstress ou un sas. Donc ça aussi, c'est important que l'enseignant pense après avoir réfléchi pour l'élève, à son espace à lui, à l'intérieur de la classe. Et on voit souvent des enseignants avec des pots de peinture en août. Donc, est-ce que c'est l'enseignant qui doit peindre? Alors, normalement, c'est à la charge de la mairie. Ouais. La mairie arrive pour peindre en blanc. Voilà. En fait, la couleur est neutre au démarrage. Mais voilà, après, l'enseignant a envie de rajouter des couleurs, a envie de mettre des autocollants sur les fenêtres, a envie de mettre des décorations papier, des suspensions. Donc après, tout est à la charge de l'enseignant. Donc il faut savoir qu'un enseignant investit financièrement dans sa classe, humainement. Donc du coup, ça fait partie de la vie d'un enseignant de pouvoir créer des meubles. Il peut y avoir l'investissement de la mairie. On a une enveloppe financière pour ça, mais il peut y avoir aussi la création ou du recycling fait par l'enseignant lui-même. D'accord. Non, je demande parce qu'à l'étranger, on était interdit de peindre, mais bon, c'est bien de savoir ici. Non, ici, on a une adaptation. Cependant, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, nous sommes tenus par des règles de sécurité. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un PPMS. Donc, en fait, c'est un dossier de sécurité qui nous demande aujourd'hui de ne pas obstruer les entrées pour les évacuations. Les fenêtres doivent être suffisamment, on va dire, éclairées de manière à ce que l'on puisse voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on ne peut pas non plus poser tout ce qu'on veut sur la fenêtre. Il y a une réglementation et on doit s'y tenir aussi et trouver un équilibre entre ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Très bien. Et est-ce qu'à ce moment-là, on entre dans l'emploi du temps? Et après tout ça, on entre dans l'emploi du temps. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a des heures réglementaires, donc on a un cadre à respecter, mais il faut comprendre aussi que l'on peut s'emparer d'autres espaces. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'enseigner hors de la classe. Donc finalement, une fois qu'on a travaillé sur sa classe, on va travailler sur les espaces à l'extérieur. Et en maternelle, tout comme à l'élémentaire, ce sont des espaces que l'on doit s'approprier au maximum pour apprendre. Donc, une fois qu'on a fini l'emploi du temps, la rotation des espaces mis à disposition dans l'école, donc le planning d'occupation de ces espaces, il y a ensuite la programmation disciplinaire qui va venir se rajouter dans les documents institutionnels. Et à côté de ça, en parallèle, au fur et à mesure que je prépare ma rentrée, je vais avoir ce qu'on appelle une liste des élèves définitive. Alors, on va appeler ça la pyramide des âges qui nous permet de savoir quel âge ont les enfants. Et puis, nous allons avoir ce qu'on appelle la liste des informations incontournables de la famille, en toute confidentialité, qui va nous permettre un peu d'avoir les premiers contacts téléphoniques, mails avec les parents, et ainsi de mieux connaître l'environnement aussi de l'enfant par le biais de la famille. Alors, par rapport à l'aménagement de la classe, donc est-ce que donc il y a l'aménagement en îlot, en U, les randonnions? Alors, pour la maternelle, en fait, on va épurer au maximum l'espace pour qu'il y ait de la circulation. Et de deux, on va aménager des coins. Alors, aujourd'hui, on parle de coins de repli, donc c'est-à-dire un tapis avec des coussins au sol, des poufs pour pouvoir s'asseoir. On va avoir les tables qui seront aménagées sous forme d'îlot, ou voir une table individuelle pour s'isoler quand j'ai envie de prendre du temps pour moi. Une tente. Aujourd'hui, on peut mettre une tente dans une classe, tout simplement parce que l'enfant a besoin à un moment donné d'avoir un coin à lui tout seul pour s'enfermer et respirer. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des tables à rabat sur le mur, donc de manière à ce qu'on puisse l'occuper à un moment donné et agrandir l'espace lorsqu'on veut faire autre chose. Et on a des systèmes aussi maintenant, des tables amovibles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut les rassembler, on peut les dissocier, en faire un U, en faire un carré. En fait, aujourd'hui, l'espace doit être vivant et ne peut pas être le même dès la rentrée jusqu'à la fin de l'année scolaire. On va parler aussi de... Alors, on parle de classe flexible aujourd'hui parce que c'est une inspiration canadienne,
que ce soit en maternelle déjà, parce qu'on est déjà en îlot, mais surtout au CP jusqu'au CM2 et aujourd'hui au collège. Donc, on est vraiment sur des classes qui sont vivantes et qui bougent et qui sont mobiles. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on n'est plus dans le magistral où tout le monde est assis derrière une table et regarde le professeur. Aujourd'hui, l'enfant a le droit de travailler tout seul. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le programme, donc pour viser l'autonomie. Mais il a le droit aussi de travailler avec sa maîtresse, avec son maître, ou avec un élève, ou à plusieurs. Et donc, c'est cette mouvance-là qui, aujourd'hui, est important de mettre en place. Et ça, l'enseignant doit prendre conscience aujourd'hui que le magistral n'existe plus. Très bien. Donc, en préparant cette émission, j'ai fait un peu de recherche et je suis tombée, je ne connaissais pas, sur la notion de la géographie de genre par rapport à l'égalité filles-garçons à l'école. Oui. Et donc, il y a des espaces qu'il faut qu'on aménage de sorte à ne pas distinguer les filles et les garçons d'un Effectivement. Côté. Effectivement, on prend le cas des étiquettes. Hein. On a eu tendance à mettre des étiquettes roses pour les filles, des étiquettes bleues pour les garçons. Ben aujourd'hui, on évite justement de les identifier de cette manière, hein, puisque l'intérêt, c'est ce sentiment d'appartenance, quelles que soient mes origines. Donc du coup, là, filles-garçons, on doit être vraiment dans une égalité, on doit être vraiment dans le moyen en fait de les intégrer dans un groupe sans qu'il y ait distinction. Et ça, ce qui est bien, c'est que bon, c'est dur pour ceux qui ont eu l'habitude de discerner les deux, mais pour les plus jeunes enseignants, ça rentre dans les mœurs en fait. Et je trouve que c'est bien parce que de plus en plus, on a d'élèves en fait qui se cherchent déjà dès le plus jeune âge. Et donc, s'ils ont envie de prendre une poupée pour jouer, ils ont le droit de prendre une poupée pour jouer. Si la petite fille a envie de prendre un garage parce qu'elle a envie de jouer à papa qui va garer sa voiture, c'est tout à fait normal. De toute manière, l'ouverture d'esprit est là. Et puis, quel que soit ce qu'ils ont envie de faire, ils sont dans la phase de construction et il faut les laisser faire. Voilà. Très bien. Par rapport aux randonnions, souvent on entend dire « Ah non, il ne faut plus de randonnions en classe ». Qu'est-ce que tu appelles randonnions exactement ? À l'ancienne, les tables les unes derrière les autres. Ah oui. Oui, non, ça, comme je le disais, je pense qu'il y a eu des habitudes qui ont été faites par nos anciens, hein, qui ne sont pas finalement très, très efficaces. Hein. Je pense qu'il faut accepter de casser les codes de l'époque et il faut se dire qu'on ne peut pas les mettre comme dans un rang militaire et de dire voilà, ça c'est comme ça et c'est pas autrement. Je pense qu'aussi il faut réfléchir autrement, c'est-à-dire qu'il faut s'essayer. Hein. Un enseignant doit essayer toutes les modalités pédagogiques possibles et les dispositifs parce que quelque part, il faut aussi qu'il se sente bien quand il enseigne. On ne peut pas l'obliger à. Donc, d'ailleurs, c'est écrit dans les textes, la liberté pédagogique, c'est fait pour. C'est laisser l'enseignant s'exercer, s'expérimenter et après décider par rapport encore à l'enfant. Très bien. Ensuite, dans l'école, il y a plusieurs instances. Donc, il y a les conseils d'école, conseils de cycle, conseil des maîtres, parce que bon, on n'a pas eu conseil la des réforme, élèves aussi. Conseil des élèves. Par rapport à ça, comment se positionner pour être inscrit dans la vie de l'établissement? Eh ben, ce qu'il faut se dire d'abord, c'est que ce sont des instances incontournables qui gèrent, le conseil d'école gère le fonctionnement de l'école, notamment la validation du règlement intérieur, hein, la validation de l'emploi du temps, hein, qui est important, ou du rythme de vie pour la maternelle. Le conseil des maîtres va venir régir les modalités pédagogiques et tous les documents sur lesquels on va s'appuyer pour l'enseignement et l'apprentissage. Le conseil de cycle, ça va être le moment où on va s'interroger au sein d'un cycle sur l'accompagnement de la difficulté scolaire, le choix des projets scolaires dans lesquels on veut s'inscrire. Parler aussi d'expérimentation, c'est-à-dire que j'ai trouvé une méthode en lecture. Tiens, je souhaite partager ce que j'ai trouvé avec mes collègues et peut-être créer une expérimentation. Et tout ça, il faut qu'un nouvel enseignant qui arrive, qui est muté, comprenne que ce fonctionnement est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va moins se sentir seul dans sa classe. C'est par le biais de ces instances qu'on va apprendre à partager,
à échanger et à trouver des réponses que je ne peux pas trouver tout seul. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le collectif apprenant. Si l'on ne fait pas ça, on va s'isoler et on va finir par perdre l'objectif qui est la réussite de tous les élèves. Donc, en passant par le biais de ces instances, on comprend le fonctionnement réglementaire de l'école, on comprend ce qu'on attend de nous en termes d'engagement dans l'éducation, et à la fin, on se dit que finalement, tout seul, on ne peut pas y arriver, mais ensemble, on peut faire beaucoup de choses, quoi. Voilà. Et par rapport à la coopérative scolaire? Alors, la coopérative scolaire, attention, c'est le moyen de financer en fait les projets. Donc, c'est une structure associative qui va permettre en fait de lever des fonds ou d'accepter des subventions de partenaires ou des dons, par le biais d'une cotisation aussi par les parents, par famille. Attention, ce n'est pas une obligation. On ne peut pas obliger les familles à cotiser. Par contre, la coopérative est importante dans le sens où lorsque je veux faire financer un projet, du matériel ou l'intervention d'une personne, ce sont ces caisses-là qui vont venir payer, financer toutes ces actions. C'est géré en partenariat parents et école? Oui, dans les textes, en fait, on demande à ce que le parent soit dans le bureau exécutif et il faut rarement laisser le directeur et les enseignants seuls aux manettes, on va dire, de cette association. Il faut absolument intégrer les parents, oui. D'accord. Juste par rapport, un petit retour en classe, par rapport aux élèves en difficulté, quel est le cheminement à respecter par rapport au DAZ? Alors justement, on va dire que un enfant en difficulté, d'abord, c'est se dire pourquoi il est en difficulté. Donc l'enseignant va s'interroger, donc il va intervenir en priorité par le biais de la différenciation, par le biais d'adaptation d'outils, ou un aménagement au niveau de la classe. Lorsqu'il a vu tout, il a tenté tout ce qu'il fallait et il se dit que finalement, l'enfant a besoin encore d'une aide supplémentaire. Arrive à ce moment-là le DAZ. Nous avons ce qu'on appelle dans la circonscription le DSU, donc un dossier de suivi scolaire unique qui va permettre en fait d'inscrire à l'intérieur le parcours de l'enfant depuis la maternelle jusqu'au CM2. Et on va renseigner à l'intérieur ce qu'on appelle une feuille de signalement. Donc ça va être la première étape pour faire appel à un maître E. Donc maître E, ça concerne les apprentissages. Maître G, ça concerne le comportement et la psychologue scolaire. Après, à côté, on a ce qu'on appelle un PPRE, projet personnalisé de réussite éducative. L'idée, c'est qu'on va conjointement avec le DAZ et l'enseignant monter un projet qui va permettre de résorber ou de réduire la difficulté pendant un temps donné. Et à l'issue de ce travail qui sera établi avec le DAZ, on va faire ce qu'on appelle des bilans. Et donc, le bilan va permettre de nous dire si on doit aller plus loin dans l'accompagnement et là, ou si on doit arrêter l'accompagnement spécialisé parce que finalement, l'enfant a progressé, il a réussi. Si l'enfant ne réussit pas, on va avoir accès à une dernière instance qui est l'équipe éducative. Donc, l'équipe éducative va rassembler cette fois-ci le médecin scolaire en plus, l'assistante sociale s'il le faut, ou bien encore la mairie, parce qu'à ce moment-là, on élargit la réflexion et on trouve des solutions tous ensemble. Et du coup, cette équipe éducative va apporter des solutions à l'enseignant, à la famille, parce que quelquefois les familles aussi ont besoin d'être aidées pour que cet enfant en difficulté soit pris en charge médicalement ou bien sinon, et un accompagnement, que la famille ait un accompagnement par la direction des affaires sociales. Voilà pour le dispositif élargi. Merci. Toujours par rapport aux familles, donc on va s'intéresser à la relation avec les parents. En préparant toujours cette émission, j'ai vu la notion de la parité d'estime entre les parents et les enseignants, donc pour avoir une relation cordiale, bienveillante avec... Alors, la première étape, en fait, ça va être la prise de contact avec les familles. Pour ma part, en tant qu'enseignant, l'instance qui va être la plus importante, c'est la réunion.
la réunion de rentrée où on va accueillir les parents nouvellement arrivés dans l'école, où on va leur présenter l'école, la visite des lieux, le projet d'école, voilà, ça c'est là en général. Et après, il va y avoir ce qu'on appelle la réunion de classe. Eh bien, c'est là que les relations vont se construire et c'est là aussi que nous avons besoin en tant qu'enseignants d'avoir un dialogue, on va dire, bienveillant. Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord de les inviter au maximum dans la classe pour qu'ils constatent et qu'ils apprennent à regarder leur enfant évoluer dans la classe. Ensuite, c'est de trouver un moyen de communication avec la famille. Est-ce que je vais privilégier le cahier? Est-ce que je vais privilégier l'Internet en respectant bien sûr le RGPD, on est d'accord? Est-ce que je vais privilégier aussi peut-être un autre réseau de communication qui va être visuel à l'entrée de l'école? Donc tout ça, il faut s'interroger parce que mieux je communique avec les parents, mieux nos relations seront dans la confiance et dans la bienveillance et surtout se dire que aujourd'hui, on est tellement pris par le quotidien qu'on oublie par moment d'informer le parent et de là va créer en fait après un malaise. Donc finalement, il faut décider avec les parents de la meilleure communication au lieu d'imposer. Ça, c'est mon expérience qui parle. Et une fois que c'est décidé, eh ben, on maintient cette communication et on se dit qu'à un moment donné, 1, je les accueille dans la classe. 2, je privilégie un outil de communication. Et 3, je fais en sorte à ce qu'il y ait, on va dire, des vidéos, des photos de ce qui est fait pour que les parents soient tout le temps en contact avec la classe. Et ça, c'est important. Par rapport à ça, donc on va rappeler que c'est le devoir de l'enseignant de tenir informés les parents des résultats. Oui, c'est ça. Alors là, on est dans un autre registre, c'est-à-dire qu'on est sur ce qu'on appelle l'évaluation. Et donc, on est tenu, en fait, de rencontrer 3 fois dans l'année le parent pour remettre ce qu'on appelle le LSU, donc le livret scolaire unique. Voilà. Et ça, c'est important de prendre du temps. Alors, on se dit, 5-10 minutes, c'est suffisant. Oui, c'est suffisant. Mais là aussi, il faut préparer la rencontre. C'est-à-dire que lorsqu'on remet le LSU, il faut comprendre qu'un parent ne connaît pas ce document. Donc, il faut prendre le temps de lui apprendre à lire le LSU et de se dire qu'il n'y a plus de notation, ce sont des évaluations par compétence. Et donc, il faut expliquer aux parents ce qu'est la compétence pour qu'ils ne se disent pas « Ouh là là, mon enfant n'y arrive pas, il n'a pas la compétence acquise ». Or, attention, on parle de cycle. Donc, si dans un niveau, il ne l'a pas encore acquise, il va l'acquérir tout au long du cycle. Et ça, c'est important d'apprendre à dialoguer avec le parent avec des mots simples, parce que nous, avec nos abréviations PPRE, CJA, DSU, les parents n'ont pas la même culture de l'éducation. Et ça, c'est important d'avoir un petit glossaire peut-être avec des petits mots, des définitions qui leur permettraient de mieux comprendre le monde de l'éducation. Excellent. Et justement, par rapport aux évaluations, donc on a les évaluations nationales aussi. Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, on a le CP en 2 temps, donc en entrée de CP et mi-étape en février, donc septembre et février. En CE1, juste en septembre, et à partir de la rentrée, nous allons avoir les évaluations nationales de CM1 à la rentrée. Et nous avons les évaluations de 6e, c'est important parce que c'est le positionnement de l'élève en entrant dans le collège fin de cycle 3 et la seconde, puisque là, nous rentrons à ce moment-là dans les études supérieures. Ces évaluations nationales, il faut les prendre d'une autre manière. Aujourd'hui, on se dit, OK, on a des problèmes, les enfants ne savent pas lire, écrire, compter. En fait, l'intérêt de ces évaluations nationales, c'est de nous donner une ligne directrice pour les enseignants et les équipes sur ce que nous allons apporter de plus pour l'élève. Je m'explique. On va s'interroger sur comment il réfléchit, en fait. Comment est-ce qu'il va activer son cerveau face à une consigne. Et ça, c'est important. Parce que si on ne comprend pas comment il fonctionne, ça veut dire que tout le travail qu'on va mettre en place va lui être imposé et il ne réussira pas. Or là, on va s'interroger en étant face à l'activité de différentes manières. On va lui trouver finalement la meilleure adaptation pédagogique. Et ça l'enseignant
doit le comprendre dans ce sens-là. Finalement, l'évaluation, ça va être l'outil de pilotage qui va le guider dans son enseignement à l'année. C'est pour ça qu'il est fait à la rentrée, dès le début. Et c'est pour cela aussi, surtout au CP, qu'on a un point d'étape, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en février, on doit se dire est-ce qu'il a progressé ou est-ce qu'il a désappris. Et s'il a désappris, à ce moment-là, il faut qu'on se pose la question sur les outils qu'on met en place et comment peut-être on peut mieux conceptualiser ce qu'on fait. Mais tout ça, c'est valable pour toutes les évaluations. Exactement, parce qu'après, on a ce qu'on appelle les évaluations diagnostiques, là où on va se dire, OK, je veux savoir où est-ce qu'il en est. On a les évaluations sommatives, donc on est à la fin d'une séquence d'apprentissage, et les évaluations formatives. Donc, ce sont ces fameuses évaluations, points d'étape, qui vont nous permettre de dire comment il a progressé. Et rectifier le tir. Exactement. Il faut surtout se dire que ce n'est pas parce qu'il n'a pas réussi tout de suite qu'il ne va pas le réussir plus tard. En fait, il faut maintenant travailler sur ce qu'on appelle l'évaluation positive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on lui a fait passer une évaluation, ça ne s'est pas très, très bien passé. Eh bien, pourquoi pas ne la reporter à un autre jour? Pourquoi pas se dire qu'il a une autre chance pour passer l'évaluation? Parce que c'est comme ça, on n'est jamais le même un lundi, un mardi, un mercredi, et qu'aujourd'hui, il faut le faire en fonction de la personnalité de l'enfant, de son humeur, de ce qu'il a vécu. Et ça, c'est la nouveauté aussi aujourd'hui. Très bien. Et donc, je vous renvoie au podcast numéro 2 de la saison 1 pour parler de neurosciences. Et nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, Thierry Sandrine, trompette des Hervilles. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants.